Alors, je commence par rappeler quelques moments de l'action d'Henri Curiel. Premier moment, en 1946, il est un des responsables du mouvement conjugué des étudiants et des ouvriers du Caire et de la banlieue du Caire. C'est un moment très important dans l'histoire de l'Égypte, mais c'est un mouvement qui a, en quelque sorte, qui est un prélude international, parce que c'est la première fois que se fait véritablement une conjonction étudiants-ouvriers, qui sera bien sûr réprimée, mais et dans cette conjonction étudiants-ouvriers, il faut remarquer que les ouvriers et les mouvements ouvriers à échelle du monde sont en pleine nationalisation et sont attachés à l'État national. Tandis que les étudiants sont en quelque sorte la nouvelle dimension internationale qui apparaît. Et il y aura une sorte de répétition et d'enchaînement des mouvements étudiants. Chaque fois qu'ils se produiront, ils gagneront à l'échelle internationale. Évidemment, le mouvement culminant, c'est les étudiants de mai 68. Mais ça, c'est le prélude. Vous voyez, il y a quelque chose qui, historiquement, est en train de se modifier par rapport à l'histoire de l'entre-deux-guerres. Donc, deuxième, toujours dans ce même mouvement, Henri Curiel prend la tête de ce qui s'appelle le mouvement de libération nationale, dont les initiales en français sont MDLN et en arabe ADETO. Et ce mouvement de libération nationale va toujours chercher, sous l'impulsion de Curiel, à se transformer en parti communiste. Il n'y arrivera pas. Henri Curiel n'est pas le créateur du Parti communiste en Égypte, comme on l'écrit mécaniquement. Et il a simplement ajouté un petit C, comme autrefois il y avait un petit B pour bolchevique au-dessus du nom du Parti communiste de l'URSS, un petit C pour dire que le MDLN est en vocation de créer un parti communiste. Petit C, c'est tout. Par contre, Henri Curiel est, si je puis dire, beaucoup plus directement à l'origine du Parti communiste soudanais, parce que parmi les étudiants qui étaient au Caire et qui étaient dans son groupe, il y avait celui qui va devenir le grand responsable syndical soudanais, qui est Abdelrahman Majoub, qui finira sur les poteaux de Khartoum, comme a écrit Rodinson. Et c'est lui, Majoub, qui est le fondateur du communisme soudanais. Donc là, le rôle de Curiel est plus net, en quelque sorte, dans la création. Mais vous voyez que l'objectif de Curiel, c'est de créer, d'être participant, d'être une partie, une section, comme on disait autrefois, du mouvement communiste, on pourrait presque dire de l'internationale communiste. Deuxième étape très importante, mais beaucoup plus connue, c'est le soutien évidemment d'Henri Curiel aux officiers libres. Donc au coup d'État, Neguib d'abord, Nasser ensuite, et l'adhésion, le soutien, même quand les officiers le mettent en prison, c'est l'adhésion à ce mouvement comme figure de dirigeant le mouvement national en Égypte. Donc le soutien est constant, les liens sont très profonds, et on raconte notamment que Curiel, depuis Paris, a envoyé les plans de l'attaque tripartite franco-anglaise israélienne du canal de Suez, parce qu'il l'avait eu par l'intermédiaire de ces agents qui travaillaient dans les services secrets. Ça n'a probablement pas changé grand-chose au déroulement des événements, mais ça vous montre que la collaboration allait très 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 loin. Et il y avait en particulier un homme de confiance de Curiel parmi les officiers libres, c'est Khaled Mohyedine, qui aujourd'hui est un des derniers nassériens marxisants. Donc c'est pour marquer sa place de soutien et de participation à la transformation nassérienne de l'Égypte à partir des officiers libres. Troisième étape, Curiel a été emprisonné. Il a été emprisonné comme sioniste à la suite des procès des partisans qui soutiennent la décision de l'ONU
de partage de la Palestine et donc ensuite de la création d'Israël. Et c'est périodiquement que Curiel est mis en prison comme sioniste, ce qui est une accusation classique et qui pose le problème que je reverrai tout à l'heure, le problème de son soutien de la définition de l'avenir israélo-palestinien. Pour l'époque, je tiens quand même à remarquer que ce n'est pas tous les communisants ou tous les marxistes qui sont derrière Curiel, et s'il y a un créateur d'un parti communiste en Égypte, sous le nom de Parti communiste égyptien, c'est Loftala Soliman qui organise presque les premiers partis communistes d'Égypte au Caire. Et bien entendu, avec en partie raison, Loftala Soliman est traité de trotskiste. On retrouvera Loftala Soliman jusqu'à sa disparition il y a 2 ou 3 ans. Ce sera un journaliste révolutionnaire constant. Hein. Quatrième moment est très connu, c'est évidemment l'action d'Henri Curiel, une fois qu'il est sorti de prison et qu'il s'exile, somme toute, en Italie et en France, c'est son soutien du FLN pour le soutien mené en France au réseau du FLN. Curiel, avec beaucoup plus d'organisation et de sérieux, continue, si j'ai pu dire, ce qu'on appelle le réseau Janson, et notamment rend le réseau véritablement clandestin, comme il rend le réseau beaucoup plus efficace, avec l'aide de quelqu'un dont on a déjà parlé ce matin, qui est Georges Mattei, qui est un de ses principaux collaborateurs dans cette action. Et déjà, le mot qui est employé pour dire ce soutien, c'est le mot solidarité. Donc c'est la solidarité avec la guerre de libération algérienne qui se mène aux côtés du FLN. Il n'y a pas de problème de MNA et de Messali pour Curiel. C'est comme s'il avait adhéré. Ça, c'est une remarque de Fanon. Pourquoi le succès du FLN? Parce que le FLN apparaît immédiatement comme conduisant la guerre de libération. Alors que, en quelque sorte, Messali et le MNA sont renvoyés à l'histoire. Donc la question ne se pose pas pour Curiel. Il soutient ceux qui conduisent le mouvement de libération. Et il le soutient, mais avec la tentative d'une organisation proprement française. Enfin, proprement française, oui, en France, qui s'appelle le Mouvement anticolonialiste français, MAF, parce que l'idée de Curiel, c'est là qu'on voit sa constance dans le communisme soviétique. L'idée de Curiel, c'est grâce au mouvement anticolonialiste français de peser ou d'influencer le Parti communiste français. Donc, mais ce sera quelque chose qui restera très minoritaire, d'autant plus que vouloir de l'extérieur influencer le Parti communiste français, ça provoque des réactions de rejet, et peut-être que même à la fois organiquement et intellectuellement, ce n'est pas une réflexion politique, si je puis dire. Et continuons, l'avant-dernière étape, si je puis dire, après l'indépendance de l'Algérie, il reprend le groupe qui est autour de lui et il forme une organisation qui s'appelle Solidarité, qui est l'organisation qui pratique le soutien systématique, si je puis dire, aux mouvements de libération tricontinentaux, aussi bien en Asie qu'en Afrique et en Amérique. Il y a une grande mission médicale à Saint-Domingue. Donc, cette action, il y en a une au Chili aussi, mais ce n'est pas seulement du soutien médical ou du soutien financier, c'est du soutien par l'organisation de stages qui apprend aux membres délégués par les mouvements de libération, il leur apprend la clandestinité essentiellement. Il les apprend à travailler clandestinement et éventuellement à passer à l'action armée. Mais ce n'est pas une question d'armes. C'est une question de savoir pratiquer cette action dans la clandestinité. Ça, c'est le grand rôle de ce groupe qui s'appelle Solidarité. Mais je voulais faire une remarque sur ce mot solidarité. C'est le mot qui est en quelque sorte promu
à travers notamment l'action contre la guerre d'Algérie, mais le mot qui va continuer. Vous remarquerez que quand on a projeté le logo de la tricontinentale, c'est l'OSPARAF, l'Organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. La clé, c'est ce mot solidarité. Alors pour Curiel, ce mot solidarité vient de son influence ou de son inspiration dans les milieux chrétiens, pas spécifiquement les milieux catholiques, encore qu'il y ait, comme ça a été rappelé ce matin par un des participants, encore que Curiel soit porté par les dominicains, disons, de la rue Saint-Jacques, pour aller très vite, et il est en même temps porté par les protestants de la CIMAD, qui sont en Suisse, et c'est probablement par là que le mot solidarité est devenu prépondérant. Mais ça montre aussi que ce n'est pas une idée marxiste. C'est une idée qui vient en quelque sorte de la solidarité internationalisante, mais sans détermination politique. Alors, je mentionne simplement son action particulière de 1973 qui culmine en 1976 pour faire le dialogue entre les partisans de la paix palestiniens et les partisans de la paix israéliens, des volontaires, hein, très difficiles à trouver, mais enfin, Curiel, si je puis dire, a réussi ces rencontres. Mais il ne faut jamais oublier que c'est une émanation du mouvement de la paix. Et le mouvement de la paix n'est pas seulement un mouvement, on pourrait presque dire, pro-soviétique ou pro-communiste français, ça c'est la vision française. Le mouvement de la paix a été un mouvement internationaliste auprès des mouvements de libération du tiers-monde, et en particulier au Proche et Moyen-Orient. C'est comme ça que s'explique la possibilité d'avoir des partisans de la paix palestiniens. Et il s'agit pour Curiel d'approcher Arafat, somme toute. Ce qui se fait par l'intermédiaire de ces participants au dialogue qui seront tous les deux assassinés à Mami en Angleterre, à Londres, et Sartawi en Espagne. C'était les hommes qui avaient le contact avec Arafat. Voilà le sens des étapes, si je puis dire, de l'action de Curiel. Deux grands problèmes pour conclure. Premier grand problème, Curiel, et plus encore Mehdi Ben Barka, dont on parlera à la suite, a réussi le tour de force de ne pas entrer, de ne pas être victime, si l'on peut dire, du conflit et de la rupture entre la Chine et l'URSS. Ça, c'est en quelque sorte ce qui est commun, notamment à Alger, quand Mehdi Ben Barka s'y trouve et quand Curiel s'y trouve, dans les années 1960, c'est en commun qu'ils vont vers la tricontinentale sans rompre ni avec l'URSS ni avec la Chine. Alors il faut s'interroger sur le sens de leur action. D'autant plus que Curiel, c'est un pro-soviétique total. Hein. Il a Staline et Moscou dans la tête. Hein. Il marche à l'étoile soviétique. Hein. Donc, mais il n'y a jamais de rupture parce que la conjonction, Curiel comme Mehdi Ben Barka, réussissent la conjonction en donnant la priorité au mouvement de libération nationale. Les mouvements de libération nationale sont les premiers soutiens et ils s'inscrivent, ils doivent avancer en mettant à contribution, si j'ose dire, et la Chine et l'URSS. Et si, ce qu'on ne fait jamais, aller chercher des chaises dans une autre salle. C'est pas possible, ça va comme ça. On ne se met jamais du point de vue soviétique ou du point de vue chinois. Pour eux, ils ont maintenu leur soutien pour des raisons stratégiques. Et non pas pour des raisons fondamentales marxistes. Hein. Pour des raisons stratégiques, ils ne veulent pas perdre cette carte mondiale, en quelque sorte, d'où le maintien de leur soutien. En mettant
en ne mettant pas en premier les luttes de libération nationale pour l'URSS, mais en conservant, si je puis dire, la contribution qu'ils apportent à ces mouvements. Et pour la Chine, ce n'est pas toujours le soutien premier, hein, les mouvements de libération. La Chine a une pratique diplomatique, elle peut effectuer des reculs et des avancées ou nouer des alliances qui peuvent apparaître contradictoires avec le primat des mouvements de libération. Et c'est le sens, si on se place du côté soviétique ou du côté chinois, ça n'a rien de maoïste, ça n'a rien de marxiste-léniniste, etc. Par contre, si l'on se place du point de vue de ceux qui s'engagent aux côtés des mouvements de libération, ça pose quand même la question nationalisme-internationalisme. Et cette question nationalisme-internationalisme, en quelque sorte, elle ne cohabite que dans l'action qui soutient les mouvements de libération nationale. Or, il y a contradiction avec le mouvement communiste, si je puis dire, depuis les Fronts populaires, depuis 1936, parce que contrairement à Lénine, pour aller brutalement, on ne distingue plus le nationalisme des pays dominés et le nationalisme des pays dominants. Donc il y a des collaborations nationalistes et la reprise de l'idéologie nationale dans le mouvement communiste, alors que dans le mouvement que j'évoque, parce qu'il se situe dans l'action des mouvements de libération, il y a en quelque sorte la conjonction qui continue à cause de la priorité donnée au mouvement de libération. Ça ne veut pas dire que le nationalisme n'est pas sous-jacent. Il est toujours sous-jacent. Exemple, le gaullisme, pas tellement chez Ben Barka, mais encore, mais le gaullisme chez Henri Curiel. Le gaullisme, c'est une forme de nationalisme français que Curiel tire de la résistance, mais qui est quand même extrêmement nationaliste, hein, et qui supporte le fait que De Gaulle est le dirigeant qui, au monde, ait conduit le plus gravement et le plus sinistrement et le plus longuement la guerre d'Algérie. Ce qu'on oublie, parce que nous-mêmes, nous falsifions le gaullisme. Hein. On le crédite d'un nationalisme positif. Simplement parce que la France gaulliste apparaît comme la marge de l'impérialisme des États-Unis, si je puis dire. Donc, à la marge, il y a des alliances, des conjonctions qui se produisent. Et aussi bien que Curiel que Ben Barka font extrêmement confiance à De Gaulle, jusqu'à leur perte, si je puis dire, parce que De Gaulle semble couvrir, et effectivement il le couvre. La DST n'a jamais arrêté Curiel, c'est le SDEC. Hein. Donc la DST est au courant de tout ce que fait Curiel, mais par gaullisme, si je puis dire, maintenu, elle couvre l'action d'Henri Curiel. Et une action clandestine. Solidarité n'a jamais été déclarée. Non. Donc, voyez comment les choses se présentent du point de vue, si je puis dire, pratique. Conclusion de la conclusion. Ce matin, il a été dit que les périodes étaient identiques entre aujourd'hui et cette époque des années 50 et 60, que c'était les périodes néocoloniales. Alors là, je veux manifester la différence. La période des années 50 et 60, qui se termine, somme toute, par l'isolement de Cuba, de la révolution cubaine, l'isolement de Cuba, et avec les guerres du Vietnam vers 74-75, cette période a un mouvement révolutionnaire. Le mouvement révolutionnaire, le seul effectif du XXe siècle, c'est-à-dire le mouvement des libérations nationales. Là, c'est une phase néocoloniale, mais avec l'action, en quelque sorte, efficace, effective de ce mouvement révolutionnaire. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, les coups d'État, les assassinats et les guerres menées par les États-Unis, Corée, Vietnam, etc. Ce n'est pas la peine que je dise. Et la complicité des États-Unis, non pas directe. Les États-Unis procèdent par relais. Dans les assassinats de tous ceux qu'on évoque maintenant, il y a complicité, mais ce n'est pas eux les exécutants. On fait exécuter par les gens du cru, si j'ose dire. Donc, on laisse exécuter les gens du cru. Donc, pour dire que la période d'aujourd'hui est tout à fait différente. Nous sommes entrés dans la période d'usure des États mis en place par les indépendances
et surtout de ceux qui ont occupé cet État et les ont rendus ce qu'ils sont, c'est-à-dire des clientèles de conservation de l'État par tous les moyens, y compris les moyens les armés et les plus sordides et les moyens des services, et également par la corruption, comme s'ils étaient l'image supérieure de ce qui se passe dans les guérillades de l'intérieur, qui ont les mêmes pratiques. Les mêmes pratiques c'est le miroir. C'est le miroir, si on regarde. La pratique est fort ressemblable. Et donc, notre période, si on veut la caractériser, on peut toujours dire qu'elle est néocoloniale, mais c'est une période contre-révolutionnaire, puisqu'il n'y a plus. Il y avait le mouvement révolutionnaire de libération qui était en quelque sorte, qui donnait un autre sens à la période. Aujourd'hui, on est en manque de mouvements révolutionnaires. Il n'y a pas d'alternative révolutionnaire présentement. Il y a des bribes, il y a des éléments, il y a des fragments, il y a des engagements momentanés parce que les réseaux sociaux, ça ne fonctionne qu'un temps et ça fonctionne dans l'individualisme. Donc, et cette période contre-révolutionnaire, du point de vue du nationalisme, c'est mon dernier mot, s'accompagne du nationalisme de plus en plus réactionnaire. On est dans la phase réactionnaire, non seulement protectionniste, mais proprement réactionnaire jusqu'au cumul du racisme, et réactionnaire dans toutes les politiques qui sont conduites. C'est comme si c'était l'alliance contre-révolutionnaire qui fonctionnait aujourd'hui. Mais heureusement, il ne faut pas croire que la contre-révolution est permanente. Merci.